Maurice Genevoix, La boîte à pêche. Avant-propos. En manière d'ouverture. 6 heures du soir. Les demi-pensionnaires se levaient, s'en allaient. Les externes surveillés s'en allaient. Il y avait 2 heures déjà que les externes libres étaient partis, libérés du lycée, du bazar, du bahut, étaient rentrés chacun chez soi. Les internes demeuraient internés. 2 heures d'études encore avant le réfectoire et ses tables de marbre gras, l'omelette compacte et les lentilles. L'hiver, le gaz sifflait sous les abat-jours badigeonnés de peinture vert bouteille. Une chaleur viciée stagnait autour du poêle. L'air de la salle était d'une pâte blafarde qui collait au visage et aux mains, les blêmissait comme d'un enduit. Et là-dedans bougeaient des gestes pauvres, chuchotait par instants une voix sans timbre aussi neutre que le froissement des pages feuilletées au poids des dictionnaires. On entendait l'été, par les fenêtres ouvertes, les criailleries des martinets pour chat. Le crépuscule, au bord des toits, s'attardait comme un adieu. Sur 30 adolescences, à travers les fenêtres, il traînait en triste caresse la tiédeur de ses lambeaux. L'un, puis l'autre, on mendiait de sortir. C'était au désert de la cour une minute de la flânerie hâtive. Au pied des marronniers en rang, quelques moineaux faisaient poudrette. Les bâtisses haussaient leurs rectangles, abattant une ombre si longue qu'elle couvrait toute la cour d'un bleuissement de cendres. Le ciel, par-dessus les ardoises, amplifiait son ascension vertigineuse, sa fluidité d'aigues marines. Un rat hirsute, couleur de terre, sortait d'une bouche d'égout et filait sur les pavés d'un caniveau. Toutes les fenêtres se masquaient d'un grillage. On rentrait. Presque 2 heures encore. Virgile perdait sa grâce et Racine sa tendresse. Musset, 15 ans, âge céleste. On avait à peu près 15 ans, la chair trouble, le cœur gros. Là de Musset, là des vers qu'on avait rimés, de clairs de lune romantique, de nuit sur la pelouse balançant le zéphyr, de faux serments, d'amoureux désespoir. Fraîche comme une résurrection, l'enfance bondissait au travers avec une vigueur de chat. Oublier la géhenne sentimentale où elle avait pensé mourir. On était jeunes, ainsi qu'aux premiers âges du monde. Un catalogue entre les mains. Pêcheurs normands. Pêcheurs canadiens, Martin Pêcheur, les enseignes éclataient de couleurs fabuleuses, plus rayonnantes d'évocation, au seuil des catalogues que les Fenimore Cooper, que les Jules Verne de naguère. Et bien plus proche, intime jusqu'à l'angoisse. Un frémissement naissant aux doigts tournant les pages, une fièvre convoiteuse brûlante de souvenirs et de promesses. « Et tu te rappelles, Jeanneret? On y retournera, mon vieux Bailleul. » Paul Jeanneret, Daniel Bailleul étaient pêcheurs, de vrais pêcheurs dans leur nerfs et leur sang, possédés par-delà l'étude et le lycée d'une hérédité millénaire. Bailleul autant que Jeanneret, avec la même richesse créatrice, la même spontanéité ingénue. Pour eux, les catalogues vivaient. Chaque page sous leurs doigts tournait comme une porte, s'entr'ouvrait sur les plaines illimitées du rêve. Quelques conseils, disaient les catalogues. Bailleul souriait des vignettes malhabiles, éprouvait leur vertu secrète, la puissance merveilleuse dont il les avait doués. L'ablette, la brème, le retangle ou gardon rouge. C'étaient des dessins au lavis, mornes, ténébreux, des taches noirâtres sur le papier. De la bouche de la brème, des bulles montaient en fil vers la surface, une, puis une, en chapelet de grains d'air, en perles d'air dans l'épaisseur glauque de l'eau. Et l'eau coulait, vivait, bruissait, clapotante au soleil sur les bancs de galets, blondoyante sur les grèves, et tout à coup verte en ses profondeurs.
verte et lourde, et dormante. À la chute de la grève, on ne savait en quel abîme. Daniel Bailleul était parti. Oublier l'heure, oublier les murs. Il avait reconnu une seconde la sensation éprouvée dans ses rêves de poursuivre un long vol tranquille, par-dessus les obstacles, amplifiant sa glissade suspendue, et parfois presque retombant, à l'instant même de retomber, reprenant son élan aux pages du catalogue, en reprenant son vol au-dessus des glissantes images. On voit mieux de là-haut, bouger au fond des mouilles les dos sombres des poissons, entre les herbes rôder le museau d'un brochet, sous les fleurs des renoncules d'eau s'arrondir la nageoire d'une carpe, tandis que clapent et sucent invisibles ses lèvres blanches et barbues. Sur les cailloux, l'eau mince sursaute, en vaguelettes innombrables, à quoi s'accroche le soleil. C'est un fourmillement de soleil, une danse éblouissante qui s'éparpille et s'atténue, se rallume et s'irise, tournoie au ras des fleuves et brusquement s'éloigne en un reploiement d'éventail. Sous l'eau mince, les galets roux tressaillent, ils roulent souplement, s'effilent, se soulèvent et nagent. Une épouvante les bouleverse, les chasse en éclatement de fuite, au choc d'une pierre qui roule sur le perret, ou touché sournois d'une ombre qu'allonge et déforme sur l'eau, derrière les épaules d'un pêcheur, le soleil crépusculaire. Bailleul sourit d'avoir prévu la fuite des Chevennes. Il est la proie d'un puissant rêve, heureux d'en exalter s'il le veut la puissance. Et c'est lui-même, il le sait, qui suscita au fil de l'eau l'ombre du pêcheur imaginaire, qui fit rouler la pierre sous ses pas maladroits pour l'effroi des Chevennes disparus. Il pourrait à son gré dévisager les traits de l'homme. Il abandonne son anonymat, se détourne de sa silhouette qui fut vraie l'instant d'exister. Sur les galets frémit la troupe des Chevennes, un à un revenu, folâtrant, le nez dans l'eau vive. C'est bien un rêve, par l'allégresse créatrice, par l'aisance libre des images, mais gonflée de réel et qui dédaigne de tricher. Chaque instant de ce rêve a la couleur d'une saison, la nuance d'une heure entre les heures. Bailleul sait pour toujours en quel tournant de Loire, sur quel banc de cailloux polis ces Chevennes-là folâtrent au soleil. Le temps venu, il marchera vers eux parmi les rouches, fera voler la mouche artificielle qui se posera sur l'eau, légère, avec une douceur vivante. Il sait. Il éprouve dans son rêve la conscience de ce que peut son corps, la souplesse de son poing balançant la glane flexible dans le vent, contre le vent. Orgueilleux tout à l'heure à la rencontre du pêcheur maladroit, voici qu'il s'humilie à l'approche d'un autre pêcheur. Il le regarde couler ses pas au bord des grèves, vêtu de hardes ternes, coiffé d'un vieux chapeau de toile verdâtre, les joues hâlées, les mains brunies. Avec quelle vérité la sauterelle glisse dans l'air et rafle l'eau, à peine, d'une chute qui l'effleure, et l'horripile à rythme nu de ses pattes éperdument remuées. Elle est tombée juste où l'homme l'a voulu. Les yeux rivés à elle, tout le corps en suspens, les bras suivant dans son orbe évasé la pointe attentive de la gaule. Et c'est, vers l'insecte flottant, un bref remous presque invisible qui se confond avec le tresseau des vaguelettes. Bailleul pourtant l'a vu. Dans l'instant même où la gaule se courbait, où se tendait le fil à l'élan du chevenne piqué, qu'il se défende, si lourd et vigoureux soit-il, à coups de queue dardant sa fuite violente, en vain. Ni cet hameçon, ni cette ligne, ni cette gaule ne pardonnent, entre les mains souveraines de Najar. Et Bailleul songe, le cœur battant de la capture. Ô Najar, ô mon maître, j'ai vu la touche en même temps que toi, avec les mêmes yeux que les tiens. Mes mains, je te le jure, auraient ferré en même temps que les tiennes. Tu ne dis rien, grand silencieux, mais tes paupières se brident, et je vois que tu es content. Moi aussi, je suis un pêcheur. Il continue de tourner les pages, et son rêve se précise, plus étroit et plus dur. Ce sont des articles de pêche, des cannes superposant leurs brins,
des théories d'hameçons numérotés, grandissant, s'apetissant, des 18 minuscules au quadruple zéro forgés. Bailleul, contre sa paume, sent les nœuds des roseaux, la tranche hexagonale des bambous refendus, le froid des virolles nickelées. Il monte les cannes brin à brin, en éprouve l'équilibre, la nerveuse élasticité. Il respire l'odeur du vernis, un peu amère, et ses narines palpitent imperceptiblement. La soie tressée glisse dans les anneaux. Amollie d'eau, les racines se nouent sous ses doigts, de plus en plus déliées vers l'hameçon ou la mouche, amenuisée en queue de rat. Il devient tour à tour les objets dont s'empare son rêve. Il les voit, il les touche, rouleaux de soie brillante qui se dévident avec un petit bruit de colle, racines translucides teintées de vert à la semblance des eaux profondes, hameçon aigu, tordu, soulevant à l'abord de sa pointe la traîtrise de l'ardillon. Sur les pages chatoient des mouches artificielles, si légères qu'il retient son haleine. Leur corps a des éclats d'élytres, des reflets d'or poudroyants, des splendeurs vitrifiées des mots. Oh, que de noms pour ces mouches innombrables! Mais il n'en est que 3 pour les chevennes et les vandoises de Loire, la rousse, la grise et la noire. Qu'elles soient fournies et flottent bien, que l'hameçon qui s'y cache soit de trompe vigoureuse et pique, Nageard ne leur demande rien d'autre. Le reste. Ah, le reste. De nouveau le rêve s'exalte et monte. Il est si haut, si ample qu'il embrasse tout le fleuve et les rivières minces, le canal par-delà la forêt, les étangs et le peuple myriadaire des poissons. Sur les grèves de la Loire, sous les saules des rivières, le long des peupliers en file dont l'ombre tremble sur le chemin de halage, Nageard marche en silence et mène son jeu miraculeux. Ou remous, ou courant, à l'eau torpide des étés, à l'eau limoneuse des crues, un seul de ses regards arrache de merveilleux secrets. Sa gaule, semble-t-il, s'accourcit et s'allonge, et balancée au rythme des pas, donne aux gestes de l'homme on ne sait quelle intime et souveraine harmonie. Il va, un peu penché, sa boîte à pêche sur le flanc. C'est une boîte de planches lourde, plus longue que large, dont le couvercle joue avec des charnières de cuir. Le tonnelier l'a faite avec des douves de châtaignier. Le bourrelier, voilà 10 ans, y a fixé cette courroie brute, baudrier plus épais qu'un trait de percheron. C'est commode à l'épaule, cela résiste au temps, soutient allègrement le poids grandissant de la boîte. Depuis qu'elle bat le flanc de Nageard, elle en a porté des quintaux. 1000 et 1000 fois, sur la litière de Rouche, le couvercle s'est entr'ouvert, aussitôt rabattu en claquant. Et chaque fois c'était un poisson capturé, ruisselant d'un éclat liquide frais et gonflé au poing de l'homme. Il y eut des chevennes blonds, des barbillons aux nageoires orangées, des gardons aux nageoires saignantes, des brèmes pâles, des brochets aux reins verts, des perches épineuses aux flancs tigrés de noir. 1000 et 1000 fois encore, le couvercle de châtaignier se soulèvera, retombera en claquant. Du courant à la main de Nageard, le fil de la ligne ondulera, soudain se raidissant tressaillira de spasmes violents. Au rêve de Bailleul, parmi les eaux vives et les arbres, les grèves et les rouges frissonnantes, il faut cette présence souveraine, ce grand sauvage un peu farouche, ce sylphe guenilleux aux gestes infaillibles, il faut ce pêcheur entre tous, ce maître. Est-ce un charme? Une sorcellerie? Ses mains sont fées, entre leurs sombres doigts les poissons brillent comme des joyaux. Sa boîte est fée, où glissent les poissons, où s'éteignent sous le lourd couvercle tant de lueurs, tant de reflets. D'avoir vu tant de bêtes palpiter à la ligne de Nageard, sortir de l'eau et monter vers ses mains, Bailleul garde un éblouissement. Il repose ses yeux sur les blanches ternes de la boîte, évoque avec d'oppressantes délices les splendeurs qu'elle scelle au secret de ses flancs. Pour lui seul, il la touche. Il ose l'entr'ouvrir et se pencher vers elle. Ah, c'est bien ce qu'il attendait.
ces rouges vertes, allongeant sur le fond leurs hampes fines, et sur elles couchaient ces formes claires, ces couleurs de ciel et d'eau pure, cette densité de lingots précieux, ces délicatesses de fleurs, et des odeurs en monte qui sont celles des grèves au soleil, celles des mouilles profondes où s'engluent immobiles des mousses d'un vert épais et violent, celles des plages que le courant découvre, se craquelant au soir des journées chaudes. Dans la boîte fruste, sans les meurtrir, sans plus ternir leur rayonnement que la caresse mouillée du fleuve, Najar a couché les poissons. Avec eux tous, il a capté l'air bleu réfléchi au miroir de l'eau, le cuivre des couchants, les nuages nacrés qui flottent suspendus, les nuages ardoisés qui croulent sur l'horizon. Les poissons se rallument et bougent. Dans la boîte ténébreuse, un long chevesne s'infléchit et s'irise avec une magnificence d'arc-en-ciel. Une ouïe s'en trouve et saigne, rose pourpre. C'est une beauté changeante et fragile, un éternel et fugace enchantement. Duvet aux fruits, givre brun d'herbe, lueur dans l'espace où volent des ailes de papillons, où tournoient des graines ailées d'érable, où dans l'azur liquide des cimes au pied des peupliers glissent et floconnent vers l'eau de blanc duvet trempé de lumière. Doucement, doucement. Des spasmes silencieux soulèvent les poissons qui meurent. Mieux vaut clore la boîte avant cette agonie. Le grand Najar, dans la fraîcheur des ruches, s'assied et se repose, du revers de la main essuyant son front en sueur. Il a laissé couler de son épaule la robuste courroie de cuir. Sa boîte à pêche est posée près de lui. Ses yeux pâles, aux pupilles étroites, vaguent sur les courants et les grèves. Sa poitrine brune respire, paisible et nue dans l'échancrure de la chemise. Voici l'instant où s'alentit le rêve, où Bailleul lui aussi se repose, baigné d'espace illuminé. D'immenses nappes de soleil s'épanchent et coulent, entraînées par la Loire. L'eau tourne largement d'un flux tranquille qui soulève et qui berce. Parfois, un souffle vif court aux pointes des rouches, les incline et les creuse, bruissantes. La boîte à pêche est toujours là, rugueuse, sous la main qui la touche. Et Bailleul songe, les paupières fermées sur le ciel et le fleuve. L'ouvrir encore, saisir un à un les poissons, les sentir peser dans ma paume, retrouver pour chacun la minute où Najar l'a pris. Le reprendre moi-même puisque j'en suis capable, pour chacun revivre ma joie, mes errances où l'on des berges, mes souvenirs déjà sans nombre et mes espoirs illimités. Sur mes lèvres et dans mes yeux la saveur, l'éclat de mes vacances, dans toute ma chair avec ce balancement de la Gaule à mon poing. Le rythme élastique et dansant, l'élan même de ma liberté. Ce sont toujours des rêves, mais plus que naguère des rêves, mais où les souvenirs s'affaissent, où les espoirs ont perdu presque ensemble leur vétusté adolescente. Najar maintenant est mort, d'avoir eu 3 fils à la guerre. Jeanneray, le compagnie d'enfance, était tué, médecin, devant Vauquois. Une nuit, contre les lignes, il s'avançait au secours des blessés. Bailleul, blessé de guerre, a revu bien souvent les yeux de Jeanneray, les yeux verts où pendant l'étude il aimait retrouver la transparence de la Loire estivale. Lui-même a bien failli mourir. En certaines heures, il doute qu'il est vivant. Avec une ferveur timide, il lui arrive parfois de revoir la boîte de Najar et d'oser l'entr'ouvrir encore de ses doigts qui tremblent un peu. Des doigts courts et blessants, de pauvres doigts infirmes. Comment toucherait-il ces choses sans le flétrir, sans les tuer davantage? Que Najar et Jeanneray lui pardonnent. Mais son enfance, pourra-t-elle pardonner?